Hello, is it me you're looking for? Bon bah voilà, ça va devenir un gimmick, commencer chaque vidéo un petit peu en musique, en chantant. D'ailleurs, laisse dans les commentaires si tu sais de qui est la chanson quoi. Salut tout le monde, c'est Toine, votre clochard magique préféré. Enfin, je suis peut-être le seul clochard magique que vous connaissez après tout. Et voilà une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de parler de ma première fois au Japon. C'est pas vraiment une histoire de fou malade, mais c'est quand même sympa de relater mes premiers pas au pays du soleil levant, car il se trouve en plus que ma première fois au Japon, c'était une erreur. Oui, vous avez bien entendu, une erreur. La boulette. On est en 2008-2009. Ça commence toujours comme ça, par des espèces de flashbacks, mes histoires. Un de mes meilleurs potes et moi, il s'appelle Aubry, nous sommes de grands fans de whisky. Et on fait partie d'un club qui s'appelle The Friends of the Classic Malt. On se rend à des séminaires, à des dégustations sur des bases assez régulières, ce qui n'était pas très sain parce que j'avais pris beaucoup de poids à cause du whisky. Et notre plan pour les vacances d'été 2009, c'était de partir ensemble faire le tour des distilleries de whisky d'Écosse avec un vieux bus Toyota que Aubry avait pimpé, emménagé. Il y avait notamment dedans une cuisinière, il y avait un lit. Voilà, on était motivés, on était parés pour partir en Écosse depuis Genève, et voilà, en bus. Mais malheureusement, à cause de la soutenance de son travail de master, il était retenu à Genève et on a dû annuler le voyage. Donc moi, je me retrouvais comme un anus, voilà, sans aucun plan pour l'été 2009, jusqu'à ce que mon frère vienne à moi et me dise « Ah ouais, si jamais je suis allé au Japon en 2008, donc l'année passée, et c'était cool, ça te dit qu'on y aille ensemble ?» Bah, je me suis dit pourquoi pas. Et bien qu'étant un très grand fan de tout ce qui est Japanimation, manga et également jeux vidéo, ça a jamais été mon rêve de me rendre au Japon à cause des mangas. Là, par exemple, moi j'aimais pas la ramen, j'étais pas spécialement un grand fan de la cuisine japonaise, et contrairement à beaucoup de weebo et de kikulol, mon but c'était pas d'aller manger des ramen comme Naruto ou d'aller à Akihabara. En fait, je m'en foutais. Bref, on prend les billets d'avion et bam, c'est parti, on arrive à l'aéroport de Narita et sans aucune réservation dans aucun hôtel. Il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, j'étais étudiant, mon frère aussi était étudiant, on n'avait pas beaucoup de thunes et le Japon, c'était encore une destination qui était très difficile d'accès, notamment à cause du taux de change. Le yen était vachement plus fort pendant cette période-là, ce qui fait que voilà, ça coûtait vraiment une blinde dès qu'il s'agissait d'aller faire des réservations d'hôtels, etc. Donc on se dit qu'on allait débarquer à la fraîche et on arrive dans un premier temps dans un espèce de capsule hôtel complètement pourri et par la suite on bouge à Kitasenju dans un espèce de ryokan, de vieil hôtel complètement pourri avec des salles d'eau communes et des chambres mais ghetto minuscules et tout, et ça se trouvait du côté de Ueno. Donc en tout cas au niveau du logement c'était pas terrible comme première impression. Amour et Backstreet Boys. Mais bon, malgré ce logement complètement dégueulasse et complètement naze, parce qu'en plus le truc complètement débile c'est qu'il y avait un couvre-feu de minuit à 6h du matin. C'est-à-dire que si toi t'étais dehors et que tu rentrais trop tard, il y avait personne pour t'ouvrir la porte et tu restais comme un anus planté dehors à traîner durant toute la nuit quoi. Mais malgré tout ça, je découvre la qualité du service, la qualité de vie, l'hospitalité locale, la bouffe aussi qui est complètement hallucinante. Tout est beau, tout est mignon et en fait le truc qui était le plus affreux du voyage, c'était vraiment mon frère et moi. Comment dire? Notre comportement était pas forcément top, on était souvent fortement alcoolisés, on avait vraiment gardé nos... Merde... Mais on avait vraiment gardé nos habitudes de Suisse un petit peu rusto, en tout cas moi. Genre balancer des pièces à un barman pour qu'il aille m'acheter des cigarettes. Je rachète mon Mirai. Et voilà, on faisait tout le temps les crétins une fois qu'on avait un verre dans le nez. Et en fait, de par notre comportement, je constate très rapidement qu'on fait tâche en fait. Et notamment moi, parce qu'à cette époque, mon style vestimentaire était très hip-hop, je m'habillais très large. J'étais aussi assez large, pas baraqué, hein, j'étais gros et malsain. Et j'avais le crâne rasé, j'avais des cernes, enfin vraiment j'avais super mauvaise mine. Et durant les heures de pointe dans les transports en commun, il y avait toujours cette espèce de périmètre de sécurité autour de moi, genre personne ne voulait être près de moi. Est-ce que je pue? C'est quoi le délire? Mais en fait non, d'après une amie japonaise, c'était que peut-être mon apparence faisait un petit peu peur aux japonais. Aussi pour remettre les choses dans leur contexte, c'était
très rare à cette époque de tomber sur des étrangers. C'est-à-dire que quand on voyait par exemple des Caucasiens ou des personnes d'autres pays, ben c'était un petit peu genre alors que maintenant bah, c'est complètement enfin avec le virus c'est différent. Mais avant le virus, ben c'était vraiment la foire, il y avait énormément de touristes qui venaient ici. Et ce qui me marque le plus lors de ce premier voyage, c'est vraiment le calme olympien des Japonais. Ils sont pas du tout dans un mode agressif, même quand ils sont ivres. Et moi je trouvais ça complètement dingue. Genre mes potes ivres et moi, c'est pas qu'on se tapait dessus ou qu'on on insultait les gens ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais le ton, en effet, pouvait parfois monter et puis des fois, ça pouvait peut-être en venir un peu aux mains, notamment un coup de cutter. Dédicace à Nour et à Miloche. Mais oui, on a déjà eu des embrouilles sous alcool avec d'autres groupes de personnes, etc. Donc c'était quelque chose d'assez normal. Mais chez les Japonais, ben c'est pas vraiment le style de la maison. Et lors de ce premier voyage, je garde un petit peu mon radar à embrouille dans le rouge. Que ce soit à Genève ou que ce soit à New York. Parfois, j'ai pu me retrouver dans des ambiances un petit peu sombres. Et c'est clair et net que quand tu te balades du côté de Queensbridge le soir, ben tu vas pas t'amuser à faire le zouave, quoi. Et également, lors de mes voyages en Asie, que ce soit à Hong Kong et notamment au Vietnam, j'ai toujours été très méfiant parce que on tombe souvent sur des gens qui veulent te mettre une carotte ou peut-être tu vas tomber sur des pickpockets, des gens qui vont te mettre la main à la poche. Donc je restais toujours sur le qui-vive. Pendant très longtemps, mon premier réflexe quand j'allais dans des soirées, que ce soit à Genève ou ailleurs dans le monde, ben la première chose que je faisais, c'était de repérer un petit peu les oiseaux qui avaient l'air potentiellement dangereux. On sait jamais. Au cas où je dois fuir et me cacher derrière un ami à moi mieux constitué. Et les premières soirées on sort vraiment avec mon frère, c'est à Osaka, on va en boîte de nuit, le Pure. Et voilà, on débarque et puis je vois qu'on est dans une soirée hip-hop et les gens sont sapés vraiment genre comme dans un clip des Saints Lunatics de 2001 quoi. D'ailleurs avec mon frère, on avait bien vomi après cette soirée ensemble dans un buisson, c'était assez rigolo. Bah, donc je vois les gars dans la boîte et je me dis ah ouais, il y a des thugs au Japon quoi. Et également il y a une autre soirée que je fais au Atome de Shibuya avec mon frère et Lionel, grosse salutation à lui. Et quand on arrive dans la boîte, on est dans le coin hip-hop, etc. Je remarque qu'il y a des gars qui sont posés contre le mur, qui sont balèzes, qui sont habillés larges, chaînes autour du cou, qui ont le crâne rasé, les yeux froncés, puis qui hochent la tête sur le son. Et moi j'arrive et je les vois, je me dis ah ben voilà les voyous quoi. Et c'est vrai que là il y avait quand même un set un petit peu musicalement dur, hein. Ça passait du Mobb Deep, ça passait du M.O.P, des trucs de thug quoi. Et là le DJ fait une transition que je comprends pas du tout. Il passe genre d'un son de M.O.P à I Want It That Way des Backstreet Boys. Et là je regarde mon pote Lionel et je regarde mon frère, je me dis mais what the fuck quoi. Et les gros thugs que j'avais remarqué avant, eh ben ils marchent dans notre direction, ils se ruent vers nous, ils nous prennent par les épaules comme ça, et moi je me suis dit putain je vais me faire embrouiller sur du Backstreet Boys ou quoi. Et ils se mettent à chanter et à danser avec nous, et c'était une espèce de farandole qui voulait absolument rien dire. Et en fait c'est à cet instant précis que je suis tombé amoureux du Japon. Non pas parce qu'il y avait des gars balèzes qui m'avaient pris dans leurs bras pour que je danse sur une chanson des Backstreet Boys avec eux, hein, mais parce que j'avais compris que la mentalité ici par rapport au loisir, par rapport à l'entertainment, bah elle était pareille à la mienne. C'est-à-dire qu'on se prend pas au sérieux durant les moments de loisir et qu'on n'est pas à la recherche d'une soi-disant crédibilité au niveau des goûts musicaux ou des goûts artistiques. Et ça, à Genève, c'est quelque chose qui m'avait toujours énervé pendant très longtemps, et même parmi beaucoup de mes potes de mon cercle d'amis, hein, c'est qu'il y avait toujours cette recherche de la crédibilité au niveau de la musique, etc. Et que souvent, étant donné que moi j'assume mon statut de gogolito, j'aime la merde et tout ce genre de choses-là, et ben on me faisait souvent les remarques genre ah mais toi ne mets pas tes musiques, c'est de la merde, t'écoutes que des conneries, etc. Et là je débarque et je tombe sur des personnes qui savent autant apprécier des trucs comme Mobb Deep, M.O.P et les Backstreet Boys. Parce que pour rappel, je suis un grand fan de boys band. Autre point sur Genève, c'est que tu peux tomber par exemple sur un caissier de chez Lidl. Alors attention, il n'y a pas de saut métier, hein. Je vous rappelle que dans une vidéo, j'avais parlé du fait que j'avais fait de la conciergerie. Et ces personnes-là vont mettre leur petit ensemble YMCMB le week-end et sortir en boîte pour tirer la gueule en face d'une bouteille qui leur a coûté le prix d'un salaire hebdomadaire, quoi. Alors qu'au Japon, bah là, pas de prise de tête, tout le monde s'amuse. Alors c'est super cool et tout le monde est dans le même état d'esprit positif dès qu'il s'agit d'être dans des moments de loisirs. Clochard magique. Alors oui, y a certaines personnes qui me demandent ouais mais toi nous, c'est quoi un clochard magique? Alors la première... Oula, pardon. Ouais, alors il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais mais toi nous,
c'est quoi un clochard magique? Et la première image que j'ai en tête d'un clochard magique, c'est un petit peu ces personnages qu'on pouvait voir dans Maman j'ai raté l'avion 1 et 2. Je sais pas si vous vous rappelez du petit vieux Zarbi qu'on voyait le soir avec sa pelle et sa poubelle, ou la vieille au pigeon à Central Park. Et pour moi, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, c'est un peu des personnes qui, de prime abord, n'ont pas une apparence qui est très folichonne. Voilà, ils font pas envie, ils font même un petit peu peur. Mais il se trouve avant tout que c'est des gens qui sont super gentils et qui ont le cœur sur la main. Donc voilà, je suis pas encore au point de me balader à Central Park avec une poubelle et du caca de pigeon sur la tête. Mais c'est vraiment l'inspiration que j'en retire. Et également, une autre inspiration que j'en retire, c'est celle de Kenshin le Vagabond. C'est que pour rappel, j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup et je restais pas très longtemps dans les endroits où je me déplaçais. Donc 3 mois ici, 2 semaines là, 6 mois ici, etc. Il y avait toujours ce côté où en fait tu vas à la rencontre des gens et t'essayes de faire un petit peu le bien autour de toi. Je sais pas comment dire, c'est que je voulais vraiment essayer d'être la personne la plus aimable, la plus gentille possible, partager des choses, partager des expériences. Et voilà, c'est ça, la magie du clochard magique. Parenthèse fermée, dès notre arrivée au Japon, pas mal d'emmerdes arrivent à mon frère et moi. Donc déjà, on est trop ivre en soirée à Yokohama, on va au Torigen, qui est donc le restaurant de la famille de Yuki et Lionel. Hein. D'ailleurs, allez-y, c'est de la Yokohama. Et mon frère, c'est vraiment, c'est une catastrophe hein, quand il est ivre. Il perd sa carte de crédit. Voilà. Et comble de la malchance, ma carte de crédit se démagnétise, je ne sais pas par quel miracle ou malheur. Et là, on se retrouve dans une situation où en revenant de Yokohama, on a genre 300 yens sur nous. C'est l'équivalent de, je sais pas, peut-être de 2 francs 50. Et là, on se dit, putain, là, ça va être chaud parce que il faut qu'on prenne le métro pour aller jusqu'à notre logement tout pourri, là, à Kitasenju. Et on n'est même pas sûr qu'on aura assez pour les tickets. Donc là, on se fait un petit plan, genre, ouais, mais là, on n'a pas le choix, on va devoir risquer, quoi. Alors, on arrive au Ryokan et il se trouve qu'on n'a même pas assez d'argent pour manger. On avait tout dépensé dans les transports. Et un staff a vraiment la gentillesse de nous prêter 1000 yens. On va vite au convenience store du coin, on va acheter un petit truc à manger. Et là, on contacte notre tante Rieko qui vient à notre rescousse pour nous prêter de la thune. Et d'ailleurs, c'était une vraie aubaine, une vraie chance parce qu'elle habitait à Ueno à ce moment-là. Et grâce à elle, on récupère une partie du budget qu'on ne pouvait pas toucher, hein, vu qu'on n'avait plus nos cartes, et on commence notre périple qui nous emmène de Tokyo jusqu'à Nagasaki dans le Kyushu. Et de toutes ces destinations, c'est de loin Kyoto qui m'aura le plus marqué, déjà parce que la ville elle est magnifique avec tous les temples, etc. Et surtout qu'à cette époque-là, c'était vachement moins touristique que jusqu'à avant le Covid. On se sentait pas noyé autour d'une tonne de personnes, entouré d'Allemands avec des schlaps chaussettes qui disent grut grut grut, est-ce que c'est raciste ça? Voilà, vraiment le cliché des touristes un petit peu moyens. Mais attention, hein, moi je vous rappelle que pendant ce voyage-là, j'étais pas mieux du tout. Et Kyoto, c'est une ville à dimension humaine où j'ai trouvé des gens hyper cool en fait. Notamment Ishii et Nozomu, qui sont les propriétaires et patrons du bar Ishimaru Shoten sur Pontocho. Donc mon frère et moi avons vraiment un rapport très particulier avec ce bar. Vous le savez, on avait des problèmes d'argent, des problèmes de thunes, et du coup on se dit bon on va quand même aller boire des coups pour voilà, parce qu'on aime boire quoi, on n'a pas à se justifier d'ailleurs. Et on est au bar et tout, puis en fait on se rend compte qu'on a que des euros sur nous. Déjà c'est bizarre parce qu'on s'est cru à Ferney Voltaire ou quoi. Et seconde chose, c'est que nous on est suisses, tu vois, on a des francs suisses chez nous. Qu'est-ce qu'on fait avec des euros quoi? Et on demande à Ishii, ouais, on peut payer avec des euros quoi. Et en fait son bar c'est un méga bar, enfin c'était un bar bien deep à cette époque-là, évidemment. Hein, le gars il prend pas de carte, il prend pas de change non plus. Et puis on peut pas payer la note parce que on n'a pas de yens. Et on se rend compte que si on retourne à l'hôtel pour aller chercher le peu de yens qu'on avait et qu'on revienne au bar, ça allait nous prendre au bas mot 45 minutes à pied. Parce qu'une fois de plus, on n'avait pas d'argent pour payer un quelconque taxi ou même le métro ou j'en sais rien. Ishii nous dit, écoutez les frérots là, les frangins, profitez de votre soirée, continuez à boire, à vous amuser et vous reviendrez demain pour régler l'ardoise quoi. Moi je me sens hyper touché parce que c'est la première fois qu'on rencontre Ishii et Nozomu. On laisse des copies de notre passeport en guise de bonne foi. Après bon, copie de passeport ça vaut rien hein. Et c'est rigolo parce que la copie du passeport de mon frère se trouve toujours sur un poteau dans le bar et elle est là depuis plus de 12 ans quoi. Et voilà, on s'est arrangé avec eux
et on picole. Le lendemain, on revient pour payer la note et on a été tellement touché par le geste de Ishii et Nozomu qu'on décide d'y retourner tous les soirs. Et vraiment, j'insiste dessus, c'était vraiment hyper cool parce que nous, on était des touristes. Je sais que pas mal de Japonais ont un petit peu une mauvaise idée par rapport aux touristes, par rapport à leur comportement, etc. Et que voilà, si on était des fiefés trous de balle, on aurait très bien pu s'en aller et ne plus jamais revenir. Mais résultat des courses, ben voilà, chaque fois que je retourne à Kyoto, même 12 ans après, ben je retourne toujours avec grand plaisir voir ces bons vieux Ishii et Nozomu. Ici, on est en 2009 avec Ishii et Kana, qui d'ailleurs s'est marié et maman. Là, bah, c'était il y a quelques mois. Grosse dédicace à eux, parce que c'est grâce à ce bar que je suis tombé amoureux de la culture de bar deep, profond qu'il y a au Japon. Et je les remercie d'autant plus parce que, très sincèrement, mon comportement, il était exécrable. Je sortais genre toutes les 20 minutes pour aller gerber sur Pontocho. Pontocho, c'est vraiment c'est la ruelle traditionnelle des plaisirs, avec des restaurants, des jolis petits magasins et tout. Puis t'as l'espèce d'affreux type au crâne rasé que j'étais, qui est là genre en train de gerber sur le côté. Et aussi parce que Nozomu, ce pauvre, moi je lui demandais de m'acheter des cigarettes et je lui lançais des pièces dessus, quoi. Voilà, pas classe pour un paix. C'est très rigolo parce que là, en vous parlant, je me rends compte que ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'aspect humain. Parce que oui, c'est une ville magnifique, il y a des temples, il y a des cerisiers si vous êtes à la bonne saison, etc. C'est vraiment trop beau. Par contre, il fait trop chaud en été. Mais les gens là-bas, ils m'ont vraiment aidé de fou. Parce que lors de notre voyage de Tokyo jusqu'à Nagasaki, j'ai une merde avec ma valise, la fermeture éclair pète. Et c'est impossible, je ne peux pas la fermer. Et voilà, c'est quand même super embêtant quand t'es tout le temps en déplacement pendant plus de 2 semaines. Et je suis à Kyoto, et puis je tombe sur un policier et un facteur. Ah non, pardon, je tombe sur un facteur et je lui demande, voilà, écoutez, je cherche un Marocain. Non, pas un Marocain, un monsieur qui fait de la maroquinerie, pardon. Putain, je vous l'ai dit, hein, mon français, c'est un Marocain, quoi. Elle parle de quoi? Je cherche un Algérien, dédicace à Fouzi, mon DZ d'amour. Ah oui, je tombe sur un facteur, et puis, voilà, moi j'avais l'adresse d'où se trouvait ce spécialiste en maroquinerie, et il me dit, oulala, ok, je sais pas trop, puis en fait, il m'accompagne. Il m'emmène avec lui, il a le plan dans sa main, il m'accompagne avec lui. Et on tombe sur un flic, il demande au flic, et le flic, il nous accompagne. Donc, en fait, c'était assez marrant, parce que c'était comme si j'étais dans un RPG, où je demandais à des personnages non jouables de me donner un coup de main, et puis les gars ils se joignent à ma quête, quoi. Et finalement je trouve le magasin et je lui demande de me sauver ma valise. Voilà, je lui montre la fermeture. Et il passe bien 40 minutes dessus, puis moi je suis dans le shop un petit peu à tourner en rond, puis en fait je m'inquiétais vraiment parce que j'avais pas beaucoup d'argent sur moi pour le reste du voyage. Et je me disais, putain, ça se trouve je vais payer 60 balles pour ça, mais 60 balles c'est chaud, ça représente quand même temps et tout. Et il arrive à bricoler quelque chose. C'est que bien que je ne puisse pas verrouiller la valise, je peux pas la cadenasser, bah, il trouve un moyen de réparer le zip, donc je peux la fermer. Et moi je lui dis, oh merci monsieur, combien est-ce que je vous dois pour ça? Et il me dit que je lui dois rien. Mais moi je suis là, non mais j'ai quand même passé près d'une heure ici, vous avez bossé dessus, tout travail mérite salaire monsieur. Et il me fait comprendre que non, que j'étais venu dans son magasin pour faire réparer la valise et qu'il a fait un travail de à moitié selon lui, ce qui fait qu'il pouvait pas me demander des sous. Incroyable. Du coup ce que j'ai fait, c'est que l'année suivante, en 2010, quand je suis retourné à Kyoto avec ma mère, j'ai recherché le magasin de ce monsieur et j'ai débarqué et je lui ai demandé, voilà, est-ce que vous vous rappelez de moi? Il me fait, oui, machin, l'été passé, etc. Et je lui ai donné un œuf de Pâques au chocolat pour le remercier de m'avoir aidé l'année dernière. Et en échange, afin de sceller notre amitié, il m'offre un espèce de porte-stylo en peau de lézard vert fluo. Voilà, merci à lui. Un pays fascinant. Donc voilà, vous avez bien compris que je parlais de l'hospitalité, de l'aimabilité, de la gentillesse des gens, et c'est un pays qui m'émeut mais vraiment énormément. J'ai un peu l'impression que les étrangers qui viennent au Japon, ils ont souvent tendance à se focaliser sur l'aspect très kikoulol du Japon, genre ouais, cosplay, truc de cul, truc bizarre, les inventions cheloues et tout, au détriment de l'aspect très touchant qu'il y a chez les Japonais de façon générale. En 3 semaines de voyage, mon frère et moi sommes tombés vraiment uniquement sur des gens qui nous ont aidés, qui nous ont donné des coups de main trop gentils. Donc évidemment ma tante Rieko, aussi Ishii, Nozomu, le Marocain, ok voilà, je l'appelais le Marocain parce que et ce gentil facteur, ce gentil policier et tout. Et quand vient le moment de partir, c'est un déchirement au cœur, je me sens hyper triste. Et j'ai jamais eu ça avant.
Et Dieu sait si j'ai voyagé, hein. J'ai vraiment la chance d'avoir beaucoup de familles à travers le monde, d'avoir également beaucoup d'amis à droite à gauche. Mais là, je sais pas. C'est la première fois que j'ai ça de toute ma vie. Je m'en vais seul en fait, parce que mon frère reste genre 2 semaines de plus. Et dans l'avion, je regarde un film qui s'appelle April Bride, qui est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. C'est un jeune homme et une jeune demoiselle qui se rencontrent et qui tombent amoureux. Mais le problème, c'est que la demoiselle décide de rompre parce qu'elle découvre qu'elle a un cancer du sein et qu'elle va bientôt mourir. Son petit ami veut quand même l'épouser parce que c'est le rêve de la demoiselle, et malgré sa maladie et malgré le fait qu'elle va bientôt mourir, ben il se marie quand même. Et traditionnellement au Japon, il y a ce qu'on appelle le terme de June Bride, c'est voilà la période du mariage, c'est vraiment pendant l'été, pendant le mois de juin. Mais là, étant donné qu'elle va mourir de façon précoce, et ben il fait d'elle une April Bride. Et moi je suis dans l'avion et je regarde ce film, et il y a un petit peu tout le contre-coup, tout le choc que ce voyage du Japon a eu sur moi, et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer, j'arrive pas à retenir mes larmes. Je vous l'ai dit, ça m'est jamais arrivé avant. Et je pense que de tous mes voyages, les plus marquants pour moi, ça a vraiment été le premier et le deuxième. Surtout parce que le deuxième, j'étais allé avec ma maman et une de mes tantes de Suisse. Et voilà, retourner à Kyoto, aller voir des amis, aller voir Lionel aussi au Torigen à Yokohama. Et j'étais vraiment super content de partager ça avec ma maman, quoi. De retour en Suisse, la seule idée que j'ai en tête, c'est j'ai envie de retourner au Japon, quoi. Et c'est vrai que pendant un certain temps, j'idéalisais énormément ce pays, quoi. Et bon, bah maintenant j'y vis, donc évidemment, on constate que les choses sont très différentes. Vogel! Je sais pas, il y a un nid de corbeaux, d'oiseaux là vers chez moi. Pardon, hein, je respecte la nature, mais c'est juste que là je suis en train de parler de quelque chose de deep, de touchant, et puis je me sens pas respecté, quoi. Respectez-moi les oiseaux. En tout cas, le Japon, je pense que c'est un pays qui m'a permis à devenir quelqu'un de meilleur. Parce que pour vous donner un exemple, par exemple, là je vous avais parlé de cette histoire du bar avec mon pote Nozomu et tout. Au moins j'étais là genre ouais machin, on va m'acheter des clopes, je rachète mon Mirai et tout ce que tu veux. C'est dégueulasse comme comportement, n'importe où dans le monde. Et c'est vrai que quand t'es au Japon, j'ai un peu le sentiment qu'il peut y avoir un peu deux types d'étrangers. Je sais, c'est des généralités, c'est très moche. Soit le Japon, ça va permettre à certaines personnes de devenir des fiefés enculés, parce qu'ils se rendent compte que les gens disent pas non, les gens sont polis, les gens sont gentils, donc ils vont chercher à tirer avantage de cette gentillesse, voire même de cette naïveté parfois. Soit, il y a des personnes qui vont essayer de s'ajuster, et puis rendre le respect et l'hospitalité aux personnes du pays, quoi. Et je pense faire partie de cette seconde catégorie. La chose vraiment que je retiens, c'est que ce qui m'a donné envie de retourner au Japon, c'était pas les aspects pop, c'était vraiment pas les trucs de manga, etc. D'ailleurs, je vais jamais à Akihabara, je vais jamais dans des trucs d'otaku, même les conventions, le Comiket, je suis jamais allé, quoi. Alors qu'au total, ça fait depuis quasiment 6 ans que je suis ici. Mais voilà, je voulais retourner ici au Japon parce que c'est quelque chose qui m'avait apporté quelque chose d'un point de vue humain. Et aussi, très important et très étrange, c'est que je me suis senti très accepté en tant que individu avec une identité suisse-vietnamienne. Pour faire court, je ne me suis jamais senti aussi suisse et aussi heureux et fier d'être suisse qu'au Japon. Car ici, on m'a vraiment fait ressentir d'où je venais, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les Japonais sont vraiment japonais et que vous pourrez beau y vivre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Vous serez toujours un étranger. Et moi, c'est quelque chose que j'accepte parce que en Suisse, d'une certaine façon, j'ai toujours été un petit peu considéré comme un étranger aussi. Donc, je suis assez habitué à cette position-là. Même si, malgré tout, et j'en ai pas l'air, je suis bel et bien suisse. Et en y repensant, c'est quand même un petit peu triste aussi que dans mon propre pays qu'est la Suisse, j'ai à essuyer des remarques racistes, hein, ça arrive tout le temps malheureusement parce qu'il y a des idiots partout, et que je dois faire 10 000 km pour me retrouver quelque part où les gens m'acceptent pour qui je suis vraiment. Voilà, un gros Suisse avec l'accent genevois. Et d'ailleurs, putain, la raclette, ça me manque. Et aussi, en plus d'une question d'identité, il y a une grosse question liée à la passion dans laquelle je me retrouve beaucoup avec les gens d'ici. Toutes mes références que je peux avoir depuis que je suis tout petit, ici c'est normal parce que à Genève, voilà, j'étais constamment jugé. Ouais, mais toi, il aime des films de merde, il aime des trucs de merde, il aime de la musique de merde. Même parmi mes potes, c'est triste, mais c'est voilà, j'ai l'occasion d'en parler, mais c'est quelque chose qui m'a fait sentir un peu mis à l'écart, un peu mis de côté, et
faut pas que je pleure. Alors qu'au Japon, c'était pas le cas. Ici, je peux embrasser mon vrai moi. Mais non, en tout cas, grosse dédicace à tous mes potes de Suisse. Je l'ai déjà dit et je le répète, le Japon, pour moi, c'est vraiment le meilleur pays du monde dès qu'il s'agit de vacances. Mais par contre, y vivre et travailler, c'est vraiment une toute autre paire de manches. Et je vais prendre un grand plaisir à parler des choses qui sont dures ici, des choses qui me pètent les burnes. Voilà, donc abonnez-vous, abonne-toi, allume la cloche, laisse un like, laisse un commentaire. J'ai remarqué que dans les statistiques, il y avait plus de, je crois, 70% des personnes qui viennent regarder les vidéos qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc il faut que vous vous rendiez compte aussi que, voilà, si vous voulez que Fabrice et moi-même continuons à faire des vidéos, ben il faut qu'il y ait quand même un retour de votre part. Et ces retours, ben ça passe par l'algorithme de YouTube. C'est-à-dire qu'une vidéo sera d'autant plus mise en avant par YouTube s'il y a des abonnés sur ma page, s'il y a des likes, s'il y a des commentaires. Donc même si vous mettez des petites flammes ou une paire de fesses, je sais pas, il y a des emojis paire de fesses, enfin mettez une pêche quoi, ça me va très bien. Et soyez là, partagez, ça coûte rien du tout, hein. Je vous demande pas de me lancer des pièces comme je l'ai fait à Nozomu pour acheter des clopes. Donc merci à vous. N'oubliez pas, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForceOne. Super animation qui va apparaître ici. En conclusion, je vous laisse avec une petite vidéo qui a été filmée à Hiroshima, dans ce que mon frère et moi avons appelé le mouroir d'Hiroshima. Un endroit très bizarre. Je crois qu'on avait dû faire une nuit supplémentaire à Hiroshima parce qu'il y a eu le typhon et le Shinkansen ne marchait pas. Je vais retrouver des photos, mais je me rappelle pas du nom. C'est genre New Hotel Hiroshima, je sais pas quoi. Il y avait un étage qui était uniquement dédié aux bains. Et des trucs vraiment avec des bains trop chelous, genre avec des espèces de statues grecques en plastique trop moches qui te versent de l'eau. C'était kitsch. Et entouré de petits vieux, il y avait que des petits vieux. Mon frère et moi, on était les deux seuls jeunes. Et il y avait un autre étage, il y avait vraiment que des espèces de canapés de gueux, tu sais, où tu peux te rabattre comme ça. Tous les mecs regardaient la météo.